Bonjour les Raf, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors spécialement je vais la faire jeudi soir puisque demain je pense pas que j'aurai le temps, ça va être assez compliqué. Alors manque de bol, il y aura la stat inflation demain donc je risque d'être un petit peu en aveugle. Mais globalement voilà un petit peu, on va faire un petit point ensemble. Cette fois-ci en une fois, en one shot. De toute façon, vous avez les différentes chroniques que je publie presque quotidiennement sur le site grapheseobourse.fr que je vous invite à lire ou relire éventuellement et vous avez pas mal de choses. Donc on sait très bien on est globalement dans un cycle. On sait bien que on a pour le moment toujours le scénario peur de l'inflation qui n'est pas encore arrivé à son pic. Et donc les banques centrales qui doivent resserrer leurs taux, on a la BCE qui nous a dit qu'en gros en juillet on allait y avoir droit. Et à partir de là, évidemment, le coup d'après, c'est tout simplement l'impact sur le consommateur, sur la confiance du consommateur, qu'il soit particulier ou business. Le fait qu'on réduit la voilure, qu'on fait attention et que quelque part on rentre un petit peu dans la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous ouvrez les Échos, vous ouvrez Le Monde, vous ouvrez le Financial Times, etc. C'est la fin du monde, hein. Donc forcément ça va pas vous rassurer, donc vous faites globalement attention. Et parce que vous faites attention, ben, vous participez globalement à ce mouvement-là un petit peu de stop. Donc ce qui est pour moi le plus important, en gros, c'est bien comprendre qu'il y a deux scénarios. Il y a le scénario de l'inflation et il y a le scénario de la décroissance. Et pour moi, petit à petit, on va shifter. Ce que l'on voit également entre l'Europe et les US, c'est que potentiellement, là, ça y est, avec du coup la sous-performance du CAC 40, alors il y a des dividendes, des trucs, des machins, il faut pas le sous-estimer, mais globalement, il va falloir faire attention aux valeurs cycliques, parce que le coup d'après, hein, jusqu'à présent, les valeurs cycliques tiennent très bien, voire même, ce sont elles qui permettent de faire la performance sur cette année. Mais après, au bout d'un moment, je veux dire, il y a une limite. Alors pour l'instant, c'est en train de partir exponentiel parce que c'est consensus, parce que évidemment tout le monde est sur les mêmes choses. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez vous taper le prorata. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné ou à un autre, le marché décidera d'avoir peur de la décroissance. Et donc, s'il a peur de la décroissance, il a peur de la baisse de la demande et également la baisse de la demande donc sur les matières premières, etc. Ce qui permettra de faire souffler un petit peu l'inflation, globalement, en impactant l'économie, en impactant donc les matières premières. Si on regarde, on se rend compte que globalement, aujourd'hui, il y a le pétrole, le gaz, enfin globalement les énergies qui sont au firmament. Après, on a déjà eu quand même une petite consolidation, même si on reste quand même très élevé sur la majorité des matières premières agricoles. Mais si on regarde sur les autres matières premières plus industrielles, globalement, alors on n'est pas très loin, sur certaines d'entre elles encore des plus hauts, etc., mais la plupart d'entre elles ont quand même pas mal corrigé. Donc du coup, on a la stat inflation qui va sortir demain. On sait très bien qu'elle sera élevée, mais la question c'est toujours la même chose, c'est comment le marché l'interprète. Est-ce que le marché interprète le fait que cette inflation-là sera élevée, certes, mais est-ce qu'elle sera plus élevée que ce qui était prévu, plus élevée que le mois d'avant, etc. Ce qui permet de savoir en gros si on commence à tendre vers le pic, en gros on commence en fait à avoir toujours de l'inflation, mais de moins en moins forte dans l'idée où elle croît moins rapidement. Et donc là, en gros, ça nous permet de projeter qu'on est en train de faire une petite courbe de pic. Mais ce qu'on projette également, c'est que l'économie est quand même assez résiliente. Alors certes, on commence à avoir des profit warnings, etc. On y vient. Mais ce que vous voyez bien, c'est que c'est un paquebot et que ça ne se fait pas du jour au lendemain et que donc on dérive. On a tourné le gouvernail il y a déjà un petit moment et on commence à dériver. On commence à montrer un petit peu qu'on commence à dériver. Mais tout ça, ça se fait de manière assez molle ça se fait de manière assez lente. Ce qui permet aux banques centrales de dire qu'elles, il y a toujours de l'inflation et que potentiellement elle est encore très élevée, même si on tend au pic, elle veut la faire baisser très rapidement parce qu'il y a les midterms en novembre. Donc du coup, ils vont continuer de taper, et donc évidemment, ça fait pas nécessairement plaisir au marché, notamment aux valeurs de croissance. Donc on a les taux en parallèle de ça, donc ce que l'on voit, c'est que comme l'économie est quand même assez résiliente, on joue pas on joue pas la récession, on joue plutôt en fait une croissance molle avec une inflation élevée, c'est la stagflation. Donc c'est pour ça qu'on voit quand même une certaine résilience des valeurs de croissance. Alors par toutes, c'est essentiellement des valeurs de croissance qui ont une certaine visibilité sur leur croissance et qui vont avoir la capacité de les maintenir avec de la rentabilité, etc.
Et jusqu'à présent, on avait donc tout ce qui était valeur énergie et valeur globalement un peu plus cyclique qui résistait pas mal, mais on sent bien que le marché est en train de tourner un petit peu la veste petit à petit. Alors sur les valeurs pétrole, il y a encore un gros momentum, et comme je vous avais dit, ça sera certainement les dernières à tomber globalement quand le marché jouera vraiment plus la décroissance que l'inflation. Et ça, c'est petit à petit. Et ce qui va nous intéresser globalement, c'est aussi que l'on voit bien l'émergence d'un différentiel entre les US, où on va jouer plus le scénario stagflation, c'est-à-dire une croissance qui va décélérer, mais d'une manière assez lente, mais qui va rester positive, et une inflation également qui va décélérer d'une manière assez lente, et qui va rester élevée, mais voilà, on reste quand même dans une économie qui reste en croissance, c'est juste qu'on a une décélération. Et l'Europe, où évidemment Cricri nous a fait son petit discours, et évidemment on a accusé le coup comme à chaque fois. Faut dire que voilà, pour moi c'est toujours pareil, on se décrédibilise parce qu'on a parlé d'inflation temporaire, on a tenu le choc, etc. Et puis on a quand même la pression du politique. Et la pression du politique, c'est sur la pression du pouvoir d'achat. Et la problématique, c'est que c'est une inflation qui est importée, une inflation qui est énergétique. Et même si on augmente les taux, ça ne fait pas grand-chose sur cette inflation importée, sauf si ça impacte l'euro et permettre de l'euro de devenir plus fort que le dollar. Enfin, et à partir de là, en gros, ça permet d'amortir un petit peu la hausse des prix du brut. Tout ça, évidemment, on sait bien qu'à un moment donné ou à un autre, on va jouer la décroissance. Mais en Europe, plus qu'aux US. Et donc, du coup, le scénario stagflation en Europe, c'est plutôt le scénario récession. Et donc, les valeurs cycliques, elles vont prendre un petit peu plus, certainement, il faut faire attention un petit peu plus aux valeurs cycliques en Europe que ailleurs. Mais globalement, on sent bien que voilà, on a passé le haut de cycle et on est en train d'attaquer le retournement du cycle, et on le voit également parce que, bon, ça fait déjà quelques semaines, mais vous allez voir, on commence à partir énormément sur les valeurs défensives. Et ça, voilà, c'est typiquement, on a une confrontation en ce moment entre ces différents scénarios-là, et du coup, c'est énormément le yo-yo, c'est la volatilité, et c'est extrêmement difficile de choisir son camp. Parce que c'est difficile de choisir son camp, parce que globalement, on voit bien que les différentes plaques économiques ne vont pas évoluer de la même manière. Les banques centrales n'ont pas évolué de la même manière, etc. En Europe, on a la problématique également où on a des taux et de l'obligataire par pays au sein même de l'Europe. Alors évidemment, vous avez des différentiels, vous l'avez vu notamment. L'Italie a un taux à 10 ans qui est en train de monter bien plus rapidement que les autres, même que le Portugal ou que l'Espagne actuellement. La France également, ça remonte. L'Allemagne également, mais bon, ça reste encore très bas globalement. Et donc, ça ne pose pas réellement de problème encore. Dans le refinancement, ça mettra encore certainement plusieurs mois avant que ça commence à pouvoir poser problème, dans le sens où l'État qui rase gratuit, qui fait des chèques, des plans, des trucs, des boucliers, machin bidule, tout ça c'est inflationniste par elle-même également. Donc ça bloque. Il faudra à un moment donné que les taux montent de manière suffisamment haute pour que ça bloque le gouvernement de faire de l'interventionnisme, ce qui peut créer derrière des problématiques sociales. Bref, on essaye de ne pas trop pousser, parce qu'avec le Covid, malheureusement, on a un petit peu trop montré, je pense, aux gens, et on les a trop habitués à les aider pour tout, et à leur montrer qu'il y avait de l'argent. On a passé des années à dire il n'y a pas d'argent, et donc il faut faire des réformes, et le Covid est arrivé, et comme par magie, il y avait beaucoup d'argent. Et donc forcément, je pense que ça va coincer à un moment donné, puisque on a habitué aux gens que ce ne soit pas que de l'exceptionnel. Donc ça sera la problématique à mon avis, mais pour le plus long terme. Donc une fois qu'on a dit ça, on a bien compris qu'on est un petit peu entre deux chaises, entre deux mondes, et que ce qui va être important également, bon, on a eu la BCE aujourd'hui, on voit bien la sous-performance globalement du CAC par rapport aux autres indices, et notamment à des indices plus technologiques comme le Nasdaq, qui arrivent plus ou moins à se tenir à ce stade. Et surtout, on le voit, on avait une large figure en triangle, et on est en train de sortir par le bas. Alors, sortir par le bas de la première étape, ici, globalement, mais pour moi, voilà, c'est un petit peu pentu, etc. Donc, je vois plutôt la figure large.
Donc c'est pas la fin des haricots, c'est pas encore le moment de parler d'une seconde jambe baissière, etc. hein. Ça sera sur cassure, je dirais, de cette zone des 6200, que là on se dira vraiment les vendeurs prennent la main. Mais voilà, on a cassé quand même la dynamique de relance qui était en une étape, conso, deuxième étape, et là on casse un petit peu la dynamique. Donc globalement, sous les 6450, dorénavant, c'est la casquette prudente qui doit prendre le relais. On n'est pas à l'abri de faire le petit pullback qui va bien. On verra l'inflation demain aux US. Elle va rester élevée, mais c'est une problématique d'interprétation. Les marchés peuvent interpréter que oui, l'inflation est haute, mais finalement elle est moins haute que prévu, ou on sent bien que ça commence à baisser dans l'intensité de la hausse. Et donc à ce moment-là, ils commencent en effet à jouer que l'inflation n'est plus vraiment la problématique, que éventuellement, donc du coup, c'est la croissance qui va devenir la problématique, mais à plus tard, et donc que les banques centrales vont potentiellement, en tout cas la Fed en l'occurrence, va un petit peu réduire le coût. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on en déduise ça demain. Je pars plutôt du principe que le fait qu'on soit dans un pic de croissance et d'inflation qui se fasse d'une manière assez molle, permet en fait aux banques centrales et à la Fed d'avoir le temps et de continuer de relever ces taux. On est sûr qu'on va avoir des relèvements de taux jusqu'à septembre, octobre, globalement jusqu'au midterm. Et après, je pense que là, l'augmentation des taux, la décélération de la croissance, etc., on commencera à rentrer dans des vraies statistiques. Alors le marché va anticiper, hein, globalement, mais là, c'est à ce moment-là, vers la fin de l'année, qu'on commencera réellement à avoir des statistiques qui nous démontreront que voilà, l'inflation est en train de refluer, mais la croissance aussi. Et donc les banques centrales, éventuellement, qui redeviendront un petit peu plus accommodantes, ou en tout cas qui feront une pause. En tout cas pour la Fed. Au niveau de la Banque Centrale Européenne, c'est la même idée, mais on sait très bien que leur marge de manœuvre est beaucoup plus réduite. Elle est beaucoup plus réduite d'une part parce que on est déjà globalement aux portes de la récession, donc on ne peut pas non plus trop tirer. Alors il faut supporter un petit peu l'euro là aussi avec des hausses de taux, et du coup la problématique c'est que ça crée donc des spreads entre les différents swaps de CDS et compagnie sur les différents pays. Donc là, voilà, la problématique, c'est toujours la même problématique. On n'a pas utilisé, je dirais, la crise de Covid, et on n'avait pas utilisé également la crise de subprime. Ça avait été discuté. Mais pour lancer un truc que moi, honnêtement, je publiciterais, c'est les obligations européennes, communes. Donc, évidemment, l'Allemagne, la France et compagnie, ils ne sont pas trop d'accord parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'ils payent plus pour les autres, etc. Toujours la même problématique. D'ailleurs, au passage, dès qu'on parle crise de la dette, etc., il y a la Grèce qui revient. La Grèce va très bien, hein. Vous regardez, ils ont remboursé par anticipation et ils ont de la croissance aujourd'hui. Donc c'est là où c'est intéressant de voir les pays du sud de l'Europe, qui étaient les mauvais élèves il y a 10 ans, être assez robustes aujourd'hui. Essentiellement, pas la Grèce, mais surtout le Portugal, essentiellement grâce à l'inflation et à la hausse des matières premières dont ils sont producteurs. Donc voilà un petit peu pour ces éléments-là. Donc il va falloir regarder tout ça. La Banque Centrale Européenne, pour moi, certes, peut remonter les taux, mais on va les remonter, comme Christine a dit, de manière graduelle. C'est clair et net qu'on a une atteinte à la crédibilité dorénavant, c'est-à-dire qu'on a parlé d'inflation temporaire pendant des mois et des mois en disant on joue la montre, et là maintenant on donne l'impression de paniquer. Mais la Fed a fait la même erreur, hein. On en avait déjà parlé, la Fed a fait exactement la même erreur. Et maintenant, on nous explique qu'ils n'ont pas vu venir l'inflation. Et mais que maintenant, ils sont sûrs de l'avenir. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais moi, à titre perso, je vais jouer le scénario stagflation. Et je continue de le jouer, donc avec évidemment pas mal de volatilité encore sur les valeurs de croissance, hein, il ne faut pas se leurrer, mais globalement les constructions de socle. Donc c'est là où ça va être intéressant. Et donc faire plus attention dans les mois à venir sur les valeurs cycliques qui peuvent commencer un petit peu à battre de l'aile, avoir des prises de profit, ce genre de choses-là. Je ne pense pas, à titre personnel, qu'on va retourner les tendances haussières sur le pétrole et sur les valeurs pétrolières, hein, pas comme une crêpe, mais il faut s'attendre à des prorata. Là, on est en train de partir en exponentiel, il faudra s'attendre du prorata, et après à des constructions qui vont plus ou moins durer. Donc voilà, globalement, où on en est. Si on regarde un petit peu sur notre CAC 40, donc on voit bien cette faiblesse aujourd'hui, hein, alors c'était déjà le cas, hein, j'en avais parlé mercredi, ça commençait un petit peu à pas être top, ce type de séance-là.
Donc on avait fait la mèche ici, et ensuite on casse le support. Voilà, dorénavant sous les 6450 points, on garde la casquette prudente. Et on fait attention que la prochaine étape, éventuellement, c'est derrière cette zone des 6200, 6250, qui sera le gros morceau. Éventuellement, un rebond technique qui peut se faire. Mais voilà, graphiquement parlant, ça sera séance par séance. Et globalement, pour moi, tant qu'on va rester maintenant en dessous des 6450, il faut se méfier parce que en gros, c'était la tendance haussière, la cassure de la tendance haussière, le rebond en mode pullback, la congestion en mode triangle symétrique, et si vous cassez le triangle symétrique, c'est continuation de la tendance baissière. On est en journalier, je rappelle, on a une dualité que sur des unités de temps plus long terme, vous êtes toujours haussier, et éventuellement, ça sera toujours le cas pour moi, tant qu'on restera au-dessus des 5006, 5007, qui peut potentiellement être la target, si jamais on vient à casser ici par le bas. Donc toujours un petit peu la neutralisation, avec casquette prudente qui revient, et voir qu'est-ce que vont décider les US demain, parce que ça reste eux les juges. Ce qui nous intéresse ici, c'est sur le Nasdaq. Alors c'est une tendance baissière, bien entendu, mais ce qui m'intéressait, c'est que depuis quelques jours, on construisait la congestion. Et on continue de construire la congestion, et on tient pas trop mal sur le Nasdaq, on le voit. Donc on voit que quand même, on a du soutien pour ces valeurs de croissance, donc pour ce scénario un petit peu plus stagflation. Mais voilà, la stat demain de l'inflation peut changer la donne, évidemment, et donc la sortie de cette figure-là va annoncer la suite. Moi, je pars du principe, de toute manière, qu'il faut rester très prudent, c'est-à-dire que même si on sort par le haut, éventuellement, oui, on aura la possibilité d'aller chercher 13 100, et pour moi, tant qu'on ne cassera pas les 13 600, il n'y a pas de quoi parler de retournement, donc on jouerait juste une deuxième jambe au rebond, mais toujours en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Et à contrario, évidemment, si on lâche les 12 004, 12 003, donc avec cette fermeture de gap ici, là, on se met dans une même typologie que le CAC 40, c'est-à-dire, à nouveau, la casquette prudente à mettre sur la tête, c'est-à-dire qu'on casse la dynamique de rebond, et en gros, tout est à refaire, et il faudra attendre plusieurs séances de pouvoir voir la suite globalement. Mais voilà, et tout ça, évidemment, ça nous amène aux résultats des entreprises. On a eu déjà quelques profit warnings qui démontrent bien que ça commence sérieusement à caler, mais voilà, les résultats du deuxième trimestre vont petit à petit confirmer ça. Il ne faut pas oublier que tous les PER, tous les ratios actuellement que vous pouvez voir sont calculés avec des profits prévus cette année, et la majorité des analystes, ils ne vont pas revoir l'objectif à la baisse avant les résultats. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer que si aujourd'hui on commence à taper dès le second trimestre sur les résultats des entreprises et à dénoter des baisses, les PER avec lesquels vous avez l'impression que vous ne payez pas cher votre entreprise, vous êtes leurré. Donc c'est plus important d'intégrer ça et de bien savoir faire la part des choses. Votre entreprise, est-ce qu'elle est impactée? Est-ce qu'elle va être impactée? Et donc de prendre ça en considération. Parce que les analystes, c'est toujours la même chose. Vous prenez la première baffe en règle générale des résultats, du profit warning, etc. Et l'analyste, il se réveille le lendemain ou 2 jours après, il vous met une seconde baffe sur le titre en disant « Ah, on n'est plus à l'achat, on est à la vente cette fois-ci » et il vous met un objectif plus bas que le cours actuel ou au niveau du cours actuel, alors qu'avant, il avait un objectif qui était en mode x2 ou x3. Donc voilà, c'est ça dont il faut clairement se méfier sur ces niveaux-là. C'est en gros, à un moment donné, la refonte un petit peu des avis. Mais il faut quand même rester optimiste dans le sens où il ne faut pas broyer du noir, c'est-à-dire que l'inflation baissera, ça mettra peut-être du temps, mais elle baissera. Alors, on restera à des niveaux plus élevés que ce qu'on était avant, mais on reviendra à une inflation plus basse que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et la croissance, quelque part, surtout aux États-Unis, c'est de la décroissance, oui, mais pour moi, il n'y a pas de peur de récession à avoir, donc on est dans de la décélération, mais on est toujours dans de la croissance. Donc c'est ça qui va être important et que c'est un socle également pour le marché. Il ne faut pas oublier également qu'il y a toujours énormément de cash sur le marché, que les entreprises ont toujours énormément de cash
et que donc on a des rachats d'actions, on a des PDG qui ont peur de l'inflation eux aussi et qui donc rachètent aussi des actions de leur boîte, pas parce qu'ils pensent qu'ils vont casser la baraque dans les prochains mois, non, mais parce qu'il faut bien qu'ils placent leur argent et qu'il vaut mieux qu'ils le placent dans leur boîte à la limite, parce qu'ils savent que même si ça se décélère un petit peu, bah, ils ont une perspective à plusieurs années, et c'est mieux que de garder ce cash sur leur compte en banque qui va se faire bouffer par 10% d'inflation. Les entreprises, c'est la même chose. Leur cash, donc, c'est essayer d'aller chercher de la croissance externe, de racheter des boîtes. Et ça, voilà, ça peut être aussi moteur, ou en tout cas soutien pour la suite. Par contre, on a toujours des flux sortants. Donc voilà, il ne faut pas omettre un petit peu les forces de flux du marché. Et donc c'est pour ça que, aussi tenter que cette congestion-là est quand même une figure assez intéressante, que j'aurais plutôt tendance à voir partir par le haut, il ne faut pas sous-estimer qu'on est dans un marché aujourd'hui où vous devez avant tout, avant de penser gain, vous devez penser perte, et donc gestion de votre risque. J'ai sorti quelques titres là dernièrement comme un malpropre, au plus bas, ou proche du plus bas, etc. Mais c'est pas grave. Je sauvegarde mon capital, je me permets de retrouver du cash. Je ne sais pas comment le marché va interpréter. Donc ce que je veux, c'est sortir du cash. Limite, c'est pas grave aujourd'hui si je sors pas très bien d'une ligne ou quoi, et j'aurais pu peut-être mieux m'en sortir, etc. C'est pas important par rapport à ce que ça peut me permettre en termes de libération de risque, libération de cash. Et demain, je pourrai agir. Demain, j'ai une marge de manœuvre, c'est-à-dire que si le marché, alors il faudra laisser secouer le cocotier, je pense, pendant 1 heure, et après, on devrait avoir la vraie tendance. Et là, je pourrais me dire, voilà, si le marché, à un moment donné, veut sortir à la tête par le haut, paf, je peux l'accompagner en allant directement sur des valeurs de croissance. Ou au contraire, le marché veut broyer du noir, et ben je continue de liquider mon portefeuille, mais comme j'aurais liquidé un petit peu déjà avant, ben j'ai un petit peu moins à faire, ça va être un petit peu mieux à gérer. Mais le but, voilà, c'est de bien savoir que on est dans des rebonds, dans des tendances qui sont quand même bien chaotiques, et que donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle de conserver un portefeuille pleinement positionné sur des titres qui ne sont pas super liquides, etc., vous risquez de vous faire coincer. Donc c'est la vidéo de ce soir, globalement, c'est de se dire, on rentre dans une typologie là, avec les stats, les trucs, le machin, on ne sait pas trop dans quel sens ça va partir. Donc quand on ne sait pas trop, moi je me garde une marge de manœuvre, et j'attends que le marché me montre. Et je suivrai à ce moment-là, comme un mouton, le marché, et j'essaierai d'aller gratter 3-4% en attendant que les choses deviennent plus claires. Mais en gros, tant que je n'ai pas des configurations qui sont un peu plus posées et qui me permettent d'être un petit peu plus clair, pour moi, j'ai pas de raison de surdimensionner des positions en mode je conserve pour du moyen terme. Alors, bien sûr, il y a des secteurs d'activité et il y a des actions aujourd'hui qui sont dans ces dispositions-là. Je parle plus d'une manière générale au point de vue marché, où vous avez une vue qui est illusion par rapport évidemment aux grosses pondérations, par exemple comme Apple au sein du Nasdaq. Allez, on avance, donc on va regarder les taux à 10 ans. Donc taux à 10 ans, ce que l'on a, vous le voyez, on a eu la détente ici, et puis là, on est en train de revenir sur les plus bas. Donc on a à nouveau la tension, donc on a à nouveau le jeu, en fait, vous avez vu, on a joué un à-coup ici en mode, bon, l'inflation va arriver à son pic, et par contre, on va avoir la décélération de la croissance, donc ça va pousser les banques centrales à limiter leurs trucs. Mais derrière ça, potentiellement, ça sera le scénario, oui, mais c'est un premier à-coup parce que c'est pas tout de suite. Et donc là, vous avez un à-coup à nouveau vers l'inflation parce que, ouais, bon, l'inflation va quand même rester élevée encore un long moment, et l'économie commence à stagner, commence à bloquer, mais elle reste quand même en croissance. La décélération, c'est vraiment très léger, donc ça va pousser les banques centrales à avoir encore une fenêtre de tir pour en rajouter. Donc, je retends. Donc vous avez bien compris, penser l'un ou l'autre des scénarios, c'est pas être en tort. La question, c'est le timing. Et donc, c'est penser un scénario encore pendant quelques mois, mais petit à petit, vous avez des à-coups qui vont faire qu'on va changer, le consensus va changer d'âne à un moment donné et va passer sur le second scénario. Mais la difficulté, évidemment, c'est de savoir, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait, c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois,
avant d'avoir un vrai consensus. Et aujourd'hui, le consensus, hein, vous ouvrez, hein, comme je vous ai dit, les échos, consensus, c'est fin du monde, et je pense qu'on n'aura pas droit à la fin du monde. Jusqu'à preuve du contraire, l'histoire a plutôt démontré le contraire, mais sait-on jamais. Il faut toujours une première fois, et potentiellement donc la dernière. Mais bon, pour ma part, ce que je veux voir, ce que j'aimerais voir, et pour moi, c'est justement que on met un dernier coup, un dernier cent dans le jukebox inflation, mais ce qu'on va vraiment jouer derrière, c'est la construction un petit peu d'une figure de stabilisation qui va nous démontrer petit à petit que le marché va un peu plus se focus, peut-être en plus avec les résultats des entreprises, sur la décélération de l'économie. C'est ça qui va beaucoup plus l'intéresser plus tard. Et l'inflation, je veux dire, même si on n'est pas encore en pic et que ça dure encore quelques semaines, quelques mois, on sait qu'on y vient, on sait qu'on y tend globalement. Évidemment, finir la guerre en Ukraine, ça aiderait, finir le zéro Covid en Chine, ça aiderait, ce genre de choses-là, bien entendu, ça aiderait, et ce sont aujourd'hui des retardataires, quelque part. On avait parlé que l'inflation n'était pas temporaire, mais qu'elle était transitoire. Pour moi, elle est toujours transitoire, c'est-à-dire que l'inflation à 8%, c'est pas la vraie inflation qu'on aura. Il faudra s'attendre à revenir à l'inflation à 4% globalement, et donc on va retomber petit à petit vers ces 4%. On ne va pas retomber d'un coup, on va retomber d'une manière crescendo. C'est une normalisation. Mais il faudra s'attendre potentiellement à être dans un monde demain où on a de l'inflation à 3-4%, 2, 3, 4%, alors que jusqu'à présent, on était plutôt habitué à 1, 2, sur les 10 dernières années. Et la croissance, c'est pareil. Donc voilà, donc scénario stagflation peut-être pour quelques années. On verra avant que les banques centrales remettent de l'argent dans le jukebox, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, elles ont une fenêtre de tir pour resserrer, mais pour moi, elles resteront accommodantes. Donc c'est une question de temps. Globalement, on a une bulle de temps temporelle actuellement où les banques centrales veulent resserrer, mais elles ne pourront pas tenir. Elles ne pourront pas tenir ce resserrement dans le temps. Donc elles auront vocation à desserrer à nouveau dans le futur. Le pétrole, évidemment, qui continue à être l'arme de destruction massive de l'inflation, mais qui porte plus l'inflation, plus le pétrole monte, et plus je dirais là, il prend éventuellement une courbe exponentielle, plus on sait que très bien que ça va pousser encore plus vers la désinflation future, parce que ça va pousser vers la décroissance. Les alternatives, le fait qu'on ne peut plus se payer, c'est important. Donc il y a des choix actuellement qui sont faits, des alternatives. On voit les hard discount qui résistent beaucoup mieux que les retailers classiques. Le luxe, c'est le luxe, mais voilà, il y a du faux luxe également. Donc ça, il faut faire très attention aux gens qui, dans les années avec cet effet richesse, vous aviez un faux luxe qui s'était créé de la même manière que vous aviez des entreprises avec un faux pricing power, parce que c'était capable de monter les prix parce que les gens avaient beaucoup d'argent suite au confinement Covid. Là, les poches sont vides, globalement. On le voit aux US également, on peut plus, globalement aussi, on commence à bloquer le marché immobilier. Donc ça aussi, petit à petit, voilà, ça prend du temps. Donc la stat de demain, c'est pas celle-là réellement qu'il faut avoir en tête. C'est la stat d'août ou de septembre qui va être vraiment plus importante pour montrer vraiment que voilà, on est vraiment en train d'arriver dans de l'impact. Mais ça, le marché, lui, il va anticiper bien en amont. Donc c'est ça qu'on est en train de construire sur les marchés. Donc le Brent, c'est haussier point barre, j'ai pas autre chose à dire. Oui, éventuellement on peut partir en exponentiel, mais ça serait un coût supplémentaire pour dire « Oh mon Dieu, l'inflation », mais de manière pour moi à coup, surtout ce qui va commencer à monter, c'est décroissance. Voilà, bon, le cuivre, tout ça, c'est la même chose, donc la Chine qui sera importante aussi. Et voilà, et dans tout ça, l'or, tant que ça va être assez simple, tant que on ne voit pas les banques centrales faire une pause et de redevenir accommodantes, etc., ou être poussées vers redevenir accommodantes dans un time frame, l'or ne remontera pas. En tout cas, ne remontera pas au niveau de résistance qui lui permet de renouer avec sa tendance haussière. Il faudra que les banques centrales redeviennent accommodantes ou qu'on ait une vision qu'elles redeviennent accommodantes, l'argent aussi. Et le côté accommodant de la Chine n'est pas suffisant, à mon sens, encore à ce stade. Et l'euro-dollar,
On a commencé par monter, et puis maintenant on est en train de baisser. Pourquoi? C'est toujours ça qui est intéressant, vous avez vu. Le premier coup, c'est on joue, oh mon Dieu, l'inflation. Et donc on monte les taux, etc. Et donc on donne la résilience à l'euro. Et par contre, le coup d'après, c'est, ouais, mais qu'est-ce qu'elle nous a dit, Cricri? Elle nous a dit, l'inflation c'est une chose, mais la croissance en Europe, ça va devenir très compliqué. Donc ils ont coupé les targets, etc. Donc vous voyez, le sujet qui commence à faire un peu plus peur, c'est la croissance. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on a pricé l'inflation, la hausse des taux, mais on n'a pas nécessairement pricé pour moi la récession dans le sens où les entreprises qui commencent peut-être pas à perdre de l'argent, mais à en gagner moins. Et donc, il faut réajuster les valorisations. On a ajusté les valorisations aujourd'hui essentiellement sur des valeurs technologiques, mais derrière, il va falloir ajuster les valorisations également sur la crainte de décroissance et d'impact sur les valeurs cycliques. Donc c'est ça aussi qu'il faut intégrer. Et vous l'avez vu, les valeurs cycliques, il y en a quand même beaucoup dans les marchés européens, ce qui leur a permis de bien tenir le choc jusqu'à présent. Et donc voilà, c'était ça le topo pour moi qui était important. Sur une vidéo où ça ne fait pas sens d'analyser des titres, puisque demain ça peut partir dans tous les sens et l'analyse peut être caduque comme ça en quelques secondes. Ce qui va m'intéresser essentiellement, peut-être, c'est quelques titres. Donc DBV, bon, vous avez eu une news, mais ils en ont profité pour faire l'augmentation de capital. Vous avez une phase 3, vous avez du cash. Donc pour moi, voilà, en gros, on est un peu plus tranquille pour attendre derrière la décision, les FDA, les prochaines étapes et éventuellement du partenariat, etc. Vous avez EDF également, donc on relance un petit peu les spéculations sur le retrait de la cote. Donc c'est en train de casser ici par le haut, alors c'est une cassure de triangle qui permettra éventuellement d'aller retrouver la zone des 9,20 dans un premier temps. Prodways qui était une bonne cassure également, un bon rebond ici, la congestion, le break. Alors là, on est en train d'arriver sur une résistance, peut-être un pullback, mais globalement, vous avez un bon retournement haussier. Vous avez Compagnie des Alpes aussi qui est très propre, qui a bien cassé, etc. Donc je veux dire, ces titres-là, s'ils font des reflux, c'est ceux que vous devez privilégier en priorité, parce qu'ils ont démontré de la force acheteuse. Globalement. Elior Group, bon, ça fait partie des titres où moi j'ai décidé de sortir, mais qui ont fait une très bonne réaction juste après. Donc voilà, il faut se dire, j'ai fait 1 euro en vendant pas cher. Et du coup, on tient les soutiens à ce stade-là. Il y a des bons volumes, etc. Bon, c'est peut-être pas des 100 et des 1000 à gagner là-dessus, mais ça permet d'être résilient au moins pour le moment. Donc voilà, un certain nombre de choses. Vous avez Claranova aussi, des plus petits titres qui ont fait un bon rebond et se maintiennent bien. On voit, ça se recasse pas la figure, ça se maintient bien, ça retente. Bref, on a des constructions intéressantes qui quand même se maintiennent. Donc c'est là aussi de bien faire la différence entre ce que peuvent nous montrer les indices et ce que vous avez graphiquement sur un secteur d'activité ou sur quelques valeurs qui continuent à ce stade, en tout cas, de démontrer encore de la force. On peut rapidement regarder, donc Air France, normalement, vous avez dû recevoir vos titres ou vous n'êtes pas loin de les recevoir, vous avez dû recevoir l'équivalent. Alibaba, tout ce qui est valeur chinoise, etc., ça consolide, mais on reprend du souffle par rapport aux 30-40% qu'on avait gagné ces 2 dernières semaines. Donc là aussi, c'est normal, mais globalement, on va construire là aussi les figures de retournement. Donc voilà, tout n'est pas négatif pour moi, hein. C'est vrai qu'il y a des craintes, il y a des peurs, c'est clair et net. Les indices commencent à me tirer un petit peu la tronche. Demain, on verra, mais tout n'est pas à jeter si on est sélectif. Et c'est ça le maître mot de 2022, c'est un petit peu plus de sélectivité. Apple, donc ça fait partie des grosses actions à regarder. Et même chose, on est dans la même expectative pour le Nasdaq, vous voyez, c'est la congestion ici. Et donc, on fait quoi? On sort par le bas ici, on va chercher le milieu du chandelier pour faire un rebond technique, mais derrière, la prudence est cassée ici par le bas, et donc on se remet un petit peu en mode prudent, il faut faire attention, etc. Scénario pas top. Ou congestion, les probabilités sont plutôt normalement de sortir par le haut, et on va chercher la deuxième jambe, en mode on se rassure, et on va chercher la zone des 150, ce qui nous permet d'aller chercher, je sais pas, 13 100 peut-être sur le Nasdaq. Mais là aussi, même chose, c'est que même si le scénario positif gagne, il faut éviter de s'emballer.
parce que on reste globalement en dessous de niveaux de résistance très importants qui nous permettent juste de valider éventuellement une prolongation du rebond, mais pas de retournement. C'est trop tôt. Donc, faut garder cette casquette prudente. C'est juste derrière, en mode, je m'expose éventuellement à quelques gains supplémentaires, mais ma casquette gestion du risque doit être prédominante aujourd'hui parce que je ne suis pas dans une tendance haussière qui peut éventuellement masquer une mauvaise gestion. Là, il n'y a pas de droit à l'erreur. Dans un marché baissier, vous devez être très strict avec votre discipline. Donc, sur des valeurs pétrole, parapétrolières comme CGG, on était pas mal parti en mode exponentiel, donc on voit qu'on est en train de souffler. Bon, voilà, c'est normal, il faut souffler également. À ce stade-là, il faut laisser faire. Vous avez DBV donc, qui est parti, j'en ai parlé, je crois, il y a quelques minutes. Donc, je commençais à prendre des profits là-dessus. Bon, après, je pense que les 4,50 € peuvent être joués. La fermeture du gap, pourquoi pas. Mais après, ça demandera peut-être un petit peu de construction intermédiaire. Mais ça fait partie voilà, des titres qui sont bien puissants. Valeurs cycliques, éramées, etc. Vous voyez, on ne fait pas les choses à moitié quand même. Là, on a cassé ici par le bas. Ça y va franco. Alors, ça va rester très nerveux, très certainement, mais vous voyez, vous construisez des figures assez larges, donc ça veut dire que vous avez un yo-yo qui est assez large, mais pour autant, une dégradation, certes dans une tendance qui demeure haussière, donc vous avez une dégradation court terme qui se met en place. Galapagos, par contre, c'est bien reparti. On a cassé cet oblique ici, on est en train de repartir, il y a la zone des 57 € qu'il faudra passer, donc on se remet dans une zone de congestion, et il faudra se décider à passer par le haut ou casser par le bas. Ce qui peut être intéressant également, c'est de voir un petit peu tout ce qui va être healthcare, donc santé. Et à ce stade-là, on voit que ces valeurs santé qui avaient joué pas mal un rôle défensif également dernièrement, aussi, c'est un petit peu plus timoré. Donc c'est un peu plus neutre. Les valeurs armement également, on a bien boosté ici, mais en fait pour valider la figure. Donc après, bon, je ne sais pas si ça sera cette figure-là qui sera publicitée par les marchés, mais globalement, on voit que dans les mouvements haussiers qu'on a eu ces dernières semaines, même sur des tendances haussières, on bloque sur des résistances qui nous permettent de construire les figures. Et donc après, il faudra voir, on en sort par le haut, on en sort par le bas. Évidemment, pour l'Ukraine, ça serait quand même plus intéressant qu'on casse par le bas, au moins pour corriger un petit peu plus profondément sur ces valeurs-là, parce que ça nous indiquerait qu'il y a un cessez-le-feu qui peut un petit peu sortir du bois, peut-être. Bon, ça reste pour l'instant vraiment une idée superflue, puisque à mon avis, on n'y aura pas droit avant peut-être cet été, on verra. Mais ça risque encore de durer malheureusement. Donc voilà, je fais un petit peu rapidement. Athos, bon, ça fait partie un petit peu des regrets où j'ai pas su prendre les profits là-dessus, et on voit en 2 séances, bon, ça reste des tendances baissières, donc ça fait partie du jeu. Vous avez des tentatives de retournement qui se mettent en place, mais derrière, une mauvaise news peut vous casser tout ce que vous avez construit depuis un mois en 2 séances, on le voit. Donc c'est comme ça, évidemment, ça fait partie du jeu quand on joue ce genre de configuration. Il faut l'accepter. Donc on est sur la zone des 22, 80, 23, il faudra tenir globalement cette zone-là et continuer la construction. C'est lent, mais on verra. À titre personnel, bon, je pars du principe que on va jouer, faut attendre les législatives, mais c'est un petit peu, j'ai envie de le jouer un petit peu comme EDF. Si Macron prend la majorité, la sortie de la cote d'EDF, le mariage forcé ou pas forcé avec Thales sur certaines branches, à mon avis, ça viendra sur les planches. Pour l'instant, c'est anticipé, bien entendu. Morel et Prom, pour moi, on a atteint un objectif. Hein, j'avais dit 5,60, on est allé à 5,70, globalement, presque. Bon, il y a toujours des niveaux plus hauts, bien entendu, mais vous voyez, on prend la courbe exponentielle. Donc après, voilà, je dis pas que ça va se recasser la figure, je dis juste que ça peut consolider, et après, il faudra voir un petit peu comment ça construit. Ça reste des tendances haussières, indéniablement. C'est juste qu'il faut s'attendre à beaucoup plus de volatilité, parce que comme vous êtes en mode exponentiel, bon, ça va être un petit peu plus saccadé globalement, mais la tendance haussière perdure. Là aussi, Prosus, hein, on a eu quelque chose de très saccadé aujourd'hui, donc avec la Chine qui est accommodante globalement, mais on est allé chercher la résistance, et pouf, on clôture en dessous des 52, 53 €. Voilà,
ça reste, il faut considérer que vous êtes dans des tendances baissières, que vous faites du retournement, donc ça fait partie du jeu d'avoir à un moment donné des retours de bâton comme ça. Mais pour autant, voilà, c'est la confrontation entre la tendance primaire du coup et votre retournement de moyen terme qui petit à petit est en train de se construire. Et donc après, la question, c'est la construction et la capacité de recasser par le haut pour commencer à contaminer les unités de temps supérieures. Donc, et ça, voilà, ça prend du temps, il faut laisser du temps au temps. La remontée des taux pour les banques françaises, ça n'a pas aidé à ce stade-là. Donc on joue plutôt au contraire la décroissance, donc la peur de la décroissance et donc de l'impact sur le retail au niveau des banques. Donc on voit, on bloque sur Société Générale en prenant comme exemple. Pour autant, voilà, on ne casse pas encore les figures par le bas, donc ce n'est pas non plus des retournements baissiers, mais c'est un blocage par rapport au rebond qu'on a connu depuis un mois. Et peut-être un retour à la moyenne à entrevoir. Vous avez aussi sinon Orange, qui en tant que... Alors, il y a le dividende, mais voilà, vous avez le côté défensif qui rentre en ligne de compte, bien que... Et ça, c'est un graphique qui n'est pas ajusté. Je ne les ajuste pas pendant les distributions de dividendes et je les réajuste l'été, à partir de l'été jusqu'à l'année d'après. Donc voilà, ça fait partie des titres qui sont un petit peu plus défensifs à ce stade-là. Sinon, vous avez des titres comme PayPal également, où je trouve que ça tient pas si mal que ça. C'est des tendances baissières, donc je suis pas à l'abri d'avoir ça. Ça fait partie de mon plan. Je sais très bien que quand je joue un retournement sur une tendance baissière, il y a des probabilités supérieures que je l'ai pas mon retournement et que ça casse plutôt par le bas. Et donc du coup, je solde et je reviendrai plus tard. Faut pas se mettre bille en tête dans une tendance baissière, globalement, on tente. Mais voilà, si jamais l'inflation, le truc, le machin, je sais pas, je reste exposé, je me donne l'opportunité de gratter un petit peu plus, mais avec un stop court. Donc je gère mon risque globalement et mon ratio gain-risque là-dessus. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Tac, je regarde, je fais un petit peu le tour. Bon voilà, et le reste globalement ça va être la même chose de ce qu'on s'est déjà expliqué. Vous avez la partie, vous avez vu le reflux sur les engrais ici, c'est tout ce qui est engrais, etc. Ça fait la une des couvertures, la crise alimentaire, le truc, le machin, très bien. Mais ce qui est important, c'est que le marché anticipe, mais anticipe aussi le reflux. Là, ce que l'on voit, c'est plutôt des cassures par le bas de figure. Alors certes, éventuellement, le mode pullback, ça reste des tendances haussières de fond, bien entendu, mais on a cassé quand même la dynamique de court terme. Alors, jusqu'à ce que, évidemment, on reprenne les 95-100 $ pour dire relance de la tendance haussière, mais à ce stade-là, voilà, on se dit, on marque une pause quand même. Potentiellement, tant mieux. Ça permet de penser que si le marché a raison, que peut-être ça sera un petit peu moins grave que prévu. Bon, il faut l'espérer en tout cas. Voilà pour le topo. Peut-être une dernière, Ubisoft, les jeux vidéo, on voit qu'en Chine, ils commencent un petit peu à revenir en arrière sur ce qu'ils disent, mais bon, globalement, ça stagne, on n'arrive pas à breaker par le haut à ce stade-là, donc on n'est pas à l'abri d'un petit retour à la moyenne qui peut être vu comme une opportunité, hein, si vous revenez sur la zone des 45 €. Éventuellement, parce qu'on est toujours dans une congestion intéressante sur Ubisoft, qu'il faudra casser par le haut, évidemment, pour parler de retournement. Tiens, et Stellantis, également, pour moi, on a bloqué. Bon, j'avais soldé la position. Je pars du principe, voilà, que ça reste du mode rebond, et que derrière, il nous faut la construction maintenant. Il faudra sortir la construction par le haut pour commencer à se dire, oui, on va jouer le retournement plus long terme. Là, voilà, on est... Pour moi, on a fait le rebond et on va rester un petit peu dans un ventre mou de construction un certain temps, en attendant peut-être d'avoir un peu plus d'indications. Donc j'ai besoin d'un petit peu plus de concaténation pour rejouer un petit peu des probabilités. Donc pour moi, l'essentiel du rebond a été joué. Je reste exposé éventuellement avec du cash pour réagir demain ou lundi. Mais globalement avec une casquette gestion du risque en premier lieu avant de penser gain. Et surtout, voilà, ne pas reperdre tout ce qui a été gagné à grosses gouttes de sueur quand même, ça n'a pas été facile non plus. Il faut pas se mentir, hein, c'est clairement pas un marché qui est facile. Mais voilà, il faut derrière se dire que si on est performant et qu'on est positif aujourd'hui sur sa performance cette année, globalement, il faut se taper sur le coin de l'épaule. Et surtout, il faut se dire qu'il reste encore 6 mois de cette année.
Donc c'est pas le moment de relâcher. Donc toujours réfléchir au risque. Et puis tant pis, si ça part sans moi, j'ai réfléchi risque, j'ai sauvegardé mon capital en premier lieu, et ben ça part sans moi. Il y aura une autre opportunité quand ça sera plus clair. Et au moins j'aurai pleinement mon capital plutôt que d'avoir tout mon capital, d'allumer un cierge et derrière de prier. Et si jamais ça part contre moi, eh ben je rogne mon capital, voire je me mets dans une situation compliquée parce que je suis tellement gros que ben, j'ai du mal à sortir de ma ligne et du coup ma petite perte devient une grosse perte et c'est là où on se met un petit peu dans l'embarras. Donc réfléchissez ici. Pour moi, voilà, cette vidéo ce soir, demain éventuellement, ça bougera énormément ou pas. Donc du coup, l'analyse technique peut être caduque assez rapidement, mais ce qui doit rester, c'est globalement ça. C'est ces mots-là qui doivent résonner pour que vous soyez préparés, que vous gériez votre risque, votre discipline. C'est le plus important. Surtout si vous avez des problèmes de discipline, c'est important de couper les pertes tôt, quitte à revenir. Quitte à re-rentrer plus tard, ça revient, ça reprend, vous re-rentrez. C'est important de savoir plus re-rentrer sur les valeurs et de savoir les sortir. Donc voilà, globalement pour ce soir, je vous souhaite un excellent week-end par avance. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques sur le site craftceobourse.fr. N'hésitez pas à le visiter puisque je rentre un peu plus dans le détail avec peut-être des graphiques, des choses peut-être qui peuvent rendre plus visuelles mes explications. Que je fais ici à Capella. Donc, une nouvelle fois, bon week-end. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un like, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, etc. pour que ça puisse aider potentiellement, tant mieux si c'est tel est le cas, la majorité des gens à tirer un petit peu plus leur épingle du jeu de ces marchés-là. Bon week-end les graphes, à lundi, salut.